Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je ne sais même plus à combien on est d'épisodes, tellement ça commence à faire. On est dans les 70 et quelques en tout cas. J'espère que celui-ci vous plaira autant que les précédents. Aujourd'hui, on va parler de Channel Manager. Avant de démarrer, je vous rappelle que chaque jeudi matin, la newsletter sort et vous la recevez dans votre boîte mail. On décrypte en fait l'épisode de la veille, mais on parle aussi de sujets particuliers, donc soit une actualité, soit quelque chose qui vous aide à vous développer. Donc, par exemple, demain, si vous écoutez l'épisode à sa sortie, on va parler de mes 3 plus grosses erreurs qui m'ont empêché de me développer et que toutes les conciergeries font si elles ne sont pas au courant. Donc, je vous spoil pas, vous verrez dans la newsletter. Pour vous inscrire, si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien en description de l'épisode ou en description YouTube, parce que maintenant, vous pouvez voir l'épisode aussi en vidéo. Alors, aujourd'hui, on parle de Channel Manager. On va dire ce que c'est, parce que certains ne savent peut-être pas ce que c'est. On va expliquer pourquoi c'est utile, c'est fait pour qui. Et pour ça, du coup, j'ai invité Benjamin Niel qui travaille pour le Channel Manager Rental Ready. Avant de travailler pour Rental Ready, il a ouvert une conciergerie qu'il a développée pendant 5 ans. Donc, on parle dans la première partie de développement de sa conciergerie qui est à La Rochelle, qui était du coup, puisqu'il a revendu. Et dans un second temps, on va expliquer les avantages d'un channel manager et pourquoi il faut en prendre. Pourquoi il faut en prendre un, si d'ailleurs vous en avez besoin d'un. Peut-être pas. Vous le saurez à la fin de l'épisode en tout cas. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue Benjamin sur le podcast La Conciergerie. Je suis ravie de faire cet épisode avec toi. Alors, tu avais ta propre conciergerie avant. On va en parler justement en détail au début de l'épisode, dans la première partie. Et tu l'as revendue ensuite. Est-ce que tu peux maintenant nous expliquer ce que tu fais, quel est ton poste, parce que tu es dans une autre entreprise maintenant. Explique-nous tout. Oui, bonjour Vanessa, ravi de faire le podcast. Alors pour moi, du coup, j'avais monté une conciergerie sur La Rochelle en 2018. Ça a duré pendant 5 ans, puis du coup maintenant aujourd'hui en fait, après avoir vendu, je me retrouve chez Rental Ready, qui est un logiciel de gestion pour les conciergeries. Ok, très bien. D'ailleurs, c'est la deuxième partie de l'épisode. On va expliquer brièvement c'est quoi un channel manager, parce que du coup, Rental Ready, spoiler alert, est un channel manager. Est-ce que tu peux nous dire un peu à quel moment tu as créé ta conciergerie? Donc, tu as dit il y a 5 ans. Est-ce que tu étais seul ou est-ce que tu étais associé? Alors non, j'ai complètement débuté seul. Puis c'était même le petit test de me dire je démarre seul dans une ville que je connais pas. Donc fallait C'était rajouter dans un peu quelle plus ville? La Rochelle. Oui. J'étais juste passé rapidement, mais bon, je connaissais pas en soi la ville. Donc c'était la double aventure. Mais après, bon, il y avait quelques éléments sur La Rochelle qui donnaient envie de monter là-bas. Et puis c'est vrai que La Rochelle, au niveau tourisme, on n'est pas Ça marche bien. voilà, ça marche bien, exactement. Ok. T'as eu combien de biens au maximum? Je suis monté jusqu'à 70 en pleine saison. Après, voilà, ça a pu monter à 80 des fois, mais en général, voilà, ça restait à 70. Ouais, c'est assez saisonnier La Rochelle, non? Ouais, ouais, très saisonnier. C'est vrai qu'il y avait pas mal de logements en fait qui arrivaient juste pour l'été. Et puis sinon, il y avait quand même beaucoup de logements à l'année parce qu'il y a quand même beaucoup de tourisme, beaucoup d'événements. Il y avait beaucoup d'écoles en fait aussi et d'organismes qui étaient en demande de logements. Donc c'est vrai que même si c'était très saisonnier, j'arrivais plus ou moins à combler en fait les logements en hiver comme en été. Je vois. Ok. Du coup, tu as démarré il y a 5 ans. Il n'y avait pas énormément de conciergeries sur La Rochelle, j'imagine, à ce moment-là. Non, quoique un peu en fait, parce que je suis arrivé, il y avait quoi, peut-être 6 ou 7 conciergeries déjà qui étaient sur place. Après, il y en avait bien deux qui sortaient un peu du lot, qui dépassaient les 50, 60 logements et qui Ok. étaient installés depuis aussi un petit moment. Donc voilà, c'était de me positionner en fait entre des conciergeries sous le modèle auto-entreprise qui géraient à peu près jusqu'à 20 logements, et après les entreprises conciergeries du coup qui pouvaient monter beaucoup plus. Donc je suis arrivé sur ce marché-là, puis l'objectif était de me faire ma place. Hmm.
Tu dans La Rochelle même ou tu un peu aux alentours aussi? Alors j'ai fait pendant un temps, j'ai fait La Rochelle et l'île de Ré, mais après je me suis rapidement rendu compte que le pont coûtait cher, en fait, et que les allers-retours, c'est vrai qu'en été, c'était assez compliqué avec, tous les bouchons et autres, donc j'ai arrêté l'île de Ré, je me suis concentré sur La Rochelle. Donc toute La Rochelle centre avec, bon, les petits environs, Étré, et les petits villages aux alentours, Pulboro et autres. Ouais, Mais c'est vrai que la grosse activité était sur le port de La Rochelle en soi, parce que je devais avoir à peu près 50 logements qui étaient dans cette zone-là. Donc c'était OK. le Tu avais tout principal. type de logement? Oui, tout type de logement, je m'arrêtais. J'avais pas des logements qui dépassaient par exemple 130 mètres carrés, parce qu'après bon, en ville, hein, c'est un peu Mmh. compliqué. Sinon, on part sur des maisons. Et c'est vrai qu'il y avait j'ai eu quelques maisons avec piscine et autres. Donc il y avait un peu de tous les biens, mais c'est vrai qu'après principalement, ça se basait sur du T2, T3. OK. Tu dis que tu as démarré seul, mais j'imagine que tu as délégué certaines choses au bout d'un moment? Au démarrage, c'était vraiment seul, hein, donc je faisais les ménages, absolument tout, Mmh. la gestion et tout le reste. Et puis bon, au bout d'un moment, quand on arrive avec 10 logements en été, on peut plus faire les ménages. Ouais, Donc c'est à partir de là où j'ai commencé à chercher des agents de ménage et autres. Et c'est au bout de 2 ans et demi, 3 ans, oui, que j'ai commencé à embaucher des salariés avec moi en d'accord. gestion. OK. Sinon, après, les agents de ménage étaient souvent des auto-entreprises. Ouais, donc avant les 2 ans, tu avais quand même tu déléguais les ménages, mais avec à des auto-entreprises, hein? C'est ça, c'est OK, ça. ça marche. Et pourquoi tu as voulu salarier au bout d'un moment? Bah en fait, au bout d'un moment, c'est vrai que on est dans le monde de la conciergerie. Et la conciergerie, bon bah c'est l'hôtellerie, mais Partout? éclaté, voilà. Donc on a les mêmes problèmes que l'hôtellerie, mais on en rajoute un qui est le déplacement entre les logements et avec la circulation et tout ce qui amuse, et aussi la gestion du linge. Donc c'est vrai qu'il y avait ces points-là en fait qui étaient assez importants, et en soi c'est vrai qu'il fallait un peu qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui puisse répondre à quelconque problème, parce que si la gestion de logement peut être très sympa, il y a aussi tous les équipements dans le logement qui peuvent bugger. Mmh. On va pas reparler de la Wi-Fi ou des chauffages ou des ballons d'eau chaude, mais bon, quand il y a un problème, mon objectif en tout cas et un peu la phrase de la conciergerie, c'était en gros de répondre le plus vite possible, parce que j'avais remarqué que voilà, si on répondait rapidement à un voyageur par rapport à un problème, on pouvait du coup réparer un peu le- l'élément qui avait dérangé et derrière possiblement récupérer un bon commentaire, vu que l'intervention avait été faite très rapidement. Mais du coup, le fait d'avoir des salariés, ça te permettait d'être plus rapide? Oui, parce qu'en fait, du coup, les salariés, bah, ça me permettait déjà de faire travailler, d'avoir tout le temps quelqu'un au bureau tous les jours, sur des grandes amplitudes horaires. Et puis, ça me permettait aussi, voilà, des fois, bon, bah, ça, je pense que tout le monde le sait, mais quand c'est dimanche 15 août et qu'il y a un toilette qui fuit, c'est difficile de trouver un artisan. Donc à ce moment-là, en fait, c'est souvent quelqu'un sur place qui peut du coup trouver une autre solution ou réhéberger ou des choses comme ça. Mais du coup, il y a toujours besoin de quelqu'un en fait pour résolutionner le problème euh, d'un logement. Et OK, ça me permettait aussi de prendre des vacances, hein. oui, c'est sûr. Voilà. Donc la solution aux vacances, un salarié. Voilà, mais c'est vrai que on se retrouve souvent, voilà, à développer sa conciergerie. Après, on passe un cap où, au bout d'un moment, en fait, ça va être, ok, je vais me tirer une moins bonne paye, mais du coup, je vais embaucher pour pouvoir développer la conciergerie. Et c'est vrai qu'on se retrouve après rapidement à se dire, bah oui, en fait, faut les former. On continue et donc on se rajoute un peu plus de travail. Mais après, sur un an ou deux, c'est vrai que du coup, le travail commence à se déléguer et on commence à pouvoir un peu respirer, on va dire, après les quelques années où on a couru un peu partout. Mmh. Du coup, les salariés que tu avais, ils étaient polyvalents? Ils faisaient les ménages, Oui, et la maintenance? pas enfin des ménages, oui, quand il y avait des urgences, quand il y avait des besoins, quand il y avait bon, bah, 18 ménages et que les agents de ménage étaient pas forcément dispo, fallait bien qu'on en fasse un ou deux chacun. Mais sinon, après à côté, c'était surtout de la gestion, on va dire, avec le logiciel de gestion. C'était communiquer avec les voyageurs, c'était trouver d'autres types de partenariats pour louer les logements, c'était proposer du service additionnel dans les logements, faire des partenariats avec des acteurs locaux. On avait notamment mis un petit partenariat avec une application qui s'appelait Tripcool à l'époque, qui recensait un peu toutes les auto-entreprises de La Rochelle, et qui me permettait à moi de pouvoir proposer aux voyageurs en fait du service à domicile,
ça soit un coiffeur, gardiennage d'animaux ou un cuistot à domicile. Mmh. Ça me permettait un peu d'automatiser, on va dire, la vente additionnelle et pouvoir proposer un peu plus de services aux voyageurs. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ça existe plus, c'est ça? Alors, elle était partie au Portugal, à Lisbonne, donc elle a dû continuer sur Lisbonne, mais sur La Rochelle, pas sûr que ça a perduré. Mmh. Alors, de tête, j'en connais un autre de site, mais j'ai un doute si c'est bien ce nom, mais je crois Wicasa. Je suis pas sûre que C'est ce soit possible, ça. ouais, c'est possible parce qu'après, bah, enfin bon, c'était il y a 3-4 ans, donc les applications et les sites bougent, hein, entre-temps. Ah oui, oui. Euh, voilà, énormément. Mais c'est vrai que sur la période, en fait, c'était mon idée un peu à moi, en tout cas pour ma conciergerie, c'était un peu de faire en sorte de pouvoir proposer des services additionnels aux voyageurs, mais aussi, comment dire, de rentrer en communication avec des conciergeries du secteur. Parce que bon, en tant que nouvel arrivant, après bon, c'est peut-être la jeunesse et la naïveté ou autre, hein, on appelle ça comme on veut. Mais c'était un peu de dire, bon, bah, on fait le même boulot, on peut parler, il y a assez de clients pour tout le monde. On peut peut-être trouver des synergies qui peuvent permettre de pas courir en plein été et de pouvoir respirer un peu de temps en temps, sans avoir des doses de stress intenables, des échanges d'agents de ménage, euh, des communications par rapport à certains logements, des arrangements entre nous. Ça permettait, on va dire, de pouvoir survivre des fois pendant des périodes qui étaient très, très sportives. Mmh. Toi, tu as préféré plutôt que de les voir comme concurrents, de les voir Ouais. plutôt comme confrères et partenaires pour pouvoir s'épauler et pouvoir apporter le meilleur service, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai qu'il y avait, enfin, on rencontre rapidement une problématique. De toute façon, en conciergerie, c'est les agents de ménage. Ça reste le problématique principale. Et c'est vrai qu'en soi, j'avais fait, moi, le choix de prendre des agents de ménage et de nouer quelque chose avec eux, en fait, de les aider un peu. Et donc, du coup, en fait, quand on se retrouvait en hiver, par exemple en novembre-décembre, avec bon 20-25% de taux d'occupation sur tous les logements et que bon bah eux faut qu'ils mangent aussi. Donc des fois après c'était de se dire bon bah je vais pouvoir communiquer avec d'autres conciergeries et s'ils ont un besoin vous pouvez compléter avec eux. Ça leur permettait en fait de compléter eux leur chiffre d'affaires, que Mmh. je puisse les garder en saison et on nouait un peu un partenariat comme ça en fait en se disant bon bah c'est vrai qu'en saison en fait des agents de ménage peuvent vite partir pour d'autres marchés, mais nous derrière après c'est l'histoire de quelques mois donc c'était on va dire c'était ma technique en tout cas de les sécuriser et de les garder pour faire en sorte de ne pas changer d'agent de ménage à chaque saison, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle jamais de ce sujet-là, mais quand on est dans une zone, où il y a beaucoup de saisonnalité, Oui, les agents de ménage, du coup, sont très demandés pendant, on va dire, 4 à 6 mois de l'année et ouais, en tout cas, moi, c'était, mon cas dans mon secteur et le reste de l'année, ben, si on leur demande de faire un ménage, c'est assez rare, surtout, moi, en fait, généralement, c'est moi qui les faisais en basse saison parce qu'il y avait pas ouais, assez de ménage à faire malgré que j'avais 30-40 logements. Donc effectivement, les fidéliser dans ce sens-là, en les mettant en relation avec d'autres, conciergeries, ça peut être, intéressant. Après, peut-être leur faire signer une sorte voilà, d'exclusivité en c'est saison ça. peut-être, mais C'est ça. Bah ouais. en fait, enfin après c'est chaque personne fait un peu comme il veut. Moi, c'est vrai que je mettais vachement le pas sur le relationnel et sur les partenariats. Donc pour moi, c'était, on va dire, créer une relation avec eux. C'était voilà les inviter à un repas. C'était fêter Noël, faire un Secret Santa au bureau ensemble. Enfin, des petites choses comme ça en fait. Mais c'était de les aider des fois avec de la comptabilité ou des petits points. On se dit bon ok, on donne un peu de sa personne envers l'entreprise avec qui je travaille, qui est un partenaire, mais par contre derrière souvent quand la confiance s'installe, euh, il n'y a pas forcément besoin de contrat. C'est toujours bien d'en avoir, hein. Mais c'est vrai qu'après, c'est souvent quand on donne un peu, on a souvent le retour en x2, x3. Après, il faut juste bien viser et pas se tromper. Mais après, c'est l'intuition de chacun. Mais pour les agents de ménage, c'est vrai que c'était un gros problème parce que au début, se retrouver avec des agents de ménage, bon bah faut les tester. Excusez-moi, faut les tester. Faut se mettre en accord avec eux et puis il faut faire en sorte aussi que les ménages soient bien faits derrière. Mmh. Parce que pour moi, bon, les agents de ménage dans une conciergerie, c'est eux qui connaissent le mieux le logement. Donc, s'il y a quelque chose qui bouge dans le logement, c'est eux qui vont le voir en premier. Donc, c'est pour ça qu'une relation à établir avec eux, on se dit, si c'est pas les numéros 2 de la boîte, c'est eux qui rapportent 50% de la notation et du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est une partie de la conciergerie qui est très importante
Monter sa boîte de ménage en interne, ça peut. Il y a plein d'autres méthodes. Moi, ça a été le choix après de rester autonome et de garder des partenariats avec à droite à gauche. Mmh mh. Et c'est vrai que tu disais que tu es salarié, mais en basse saison, c'est compliqué d'avoir du travail à donner, Ouais, donc c'est pour ça que tu prenais des auto-entrepreneurs, en haute saison en plus, quoi, j'imagine? c'est ça. Il y avait des auto-entrepreneurs en haute saison, puis après en basse saison, en soi, c'était par exemple d'essayer de trouver des partenariats avec des écoles ou des entreprises qui ont besoin d'hébergement. En soi, nous, les hébergements sont pas vraiment pris en hiver, hein, parce que bon, le dernier événement à La Rochelle, je pense que c'est le marathon qui doit se dérouler vers le mi-novembre. Et après ça, en fait, on a un trou jusqu'au mois de février à peu près. Parce qu'après, on peut redire, bon, il y a la Saint-Valentin qui ramène un peu. Mais ça n'empêche que ça fait bien 2, 3 mois de trou. Et à ce moment-là, faut les combler. Et Mmh. c'est pas aux périodes de Noël où les gens voyagent le plus à la mer. Non, c'est sûr. Donc à ce moment-là, c'était bon, bah il y a des écoles, il y a des alternants qui ont besoin de se loger, il y a des entreprises qui ont des intervenants professionnels, il y a même des théâtres ou autre chose en fait qui peuvent avoir besoin. Je prends l'exemple, bon par exemple il y a les francopholies, bon c'est un mauvais exemple parce que c'est en plein été et il n'y avait pas besoin de location, mais par contre faire un partenariat avec un festival permettait de se dire bon bah mes logements vont être occupés par soit la régie, soit l'équipe technique du festival. Donc en soi, ils vont peut-être passer quoi, 2, 3 heures dans le logement Mmh. par jour. Donc c'est vrai qu'il y a des partenariats qui peuvent se mettre en place. Il y a beaucoup de choses. Après, c'est surtout de maintenir en soi une qualité pour moi qui était importante à la base. Parce que je me disais, si les notes sont pas bonnes, de toute façon, on va pas aller très loin. Mmh. OK. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne? Tu as revendu? J'ai revendu, ouais, j'ai revendu. Maintenant, je dors la nuit, tout se passe bien. Du coup, c'est Euh, quoi les raisons? C'est le burn-out, on va dire? C'est il y souvent avait le un, cas. il y avait un peu de ça. Il y avait un peu, c'était on va dire un mix de beaucoup de choses. Mais il y avait premièrement bah, l'épuisement physique, hein, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, tout le reste. Et puis il y avait aussi en fait les réglementations qui commençaient à arriver sur La Rochelle. Je sentais un peu qu'il y allait y avoir du changement, et puis en soi, c'est quand il y a du changement qu'il faut se décider si on continue ou pas. Donc quand j'ai vu les réglementations qui commençaient à arriver, il y avait beaucoup de choses qui étaient dites, et je me disais bon bah s'il y a bien un moment pour vendre, c'est peut-être à ce moment-là. Parce que de toute façon, il faudra changer pas mal de choses. Donc, je me disais, c'est le moment. 5 ans, c'était bien. Ça avait pu me permettre de monter, de récupérer pas mal de logements. Mmh mh. Mais après, pendant la vente, il y avait une autre chose qui était du coup de faire la transmission avec l'entreprise parce que bon, on parle pas, on s'occupe pas de pain de mie ou de brioche, on s'occupe de logement. Et c'est vrai que du coup, c'est la communication avec les propriétaires. Donc à OK. partir de là, c'était une transition. Un propriétaire qui travaille avec vous depuis 5 ans, il est habitué à vous, il est habitué à votre fonctionnement. S'il y a un changement, bon bah il y a toujours des difficultés là-dedans. Donc après, c'est de faire en sorte que le changement se passe en douceur et dans le temps, et que la communication avec le nouveau propriétaire soit fluide. Ouais. Ça a mis, longtemps cette transmission? Bah, j'ai envie de dire qu'il faut à peu près compter 6 mois OK. pour mon propre avis. Après, ça dépend de combien de logements et tout le reste, hein. Pour moi, en tout cas, ça a pris à peu près 6 mois entre la migration et puis aussi, bon, il faut comprendre que j'avais vendu au mois de juin. C'était très intelligent, ou peut-être pas du tout. Mais en tout cas, il y avait la saison juillet-août qui arrivait juste derrière, donc c'est vrai que ces 2 mois-là, c'était tenir la baraque. Et puis en septembre, on verra pour la transition. Mais c'était Ouais. surtout de tenir la baraque pendant les 2 mois. Donc ça a été une période assez intensive, mais après la vente en soi, c'est de l'accompagnement, de la compréhension avec notre système de fonctionnement actuel et voir comment la nouvelle personne, la reprise, en fait, va faire son système, son contrat, son organisation. Donc il y a pas mal de choses à prévoir, mais après ce qui prend le plus longtemps en soi, c'est la communication et l'accompagnement avec les propriétaires. Ouais, parce que j'imagine, on a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais il y a toujours une perte en termes de clients. Oui, 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 forcément. Parce que de toute façon après, ça peut être par exemple le client qui est arrivé en dernier, bon bah lui dit convainc qu'il y a un nouveau repreneur,
il préfère souvent faire son choix lui-même, de savoir à qui il va s'adresser plutôt que de suivre. S'il n'y a pas un attachement ou quoi que ce soit avec un propriétaire, bon, il va vite partir. Après, c'est la relation qu'on installe avec eux pendant toute la période de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne partie à prévoir, en tout cas pour la vente et la transition. Prévoir en amont, avant la vente, déjà d'informer les propriétaires, de dire bon bah j'arrive au bout de mes capacités là, va falloir transmettre le flambeau, pour déjà les préparer, et puis comme ça de faire en sorte en fait qu'ils soient intégrés à la vente, sans être intégrés, mais qu'ils soient informés de toutes les choses qui se passent, parce que faut pas oublier qu'on s'adresse quand même à des propriétaires et on gère leur logement. Donc c'est leur logement en soi le thème principal. Et c'est vrai qu'un logement, si on l'a fait soi-même ou pas, peu importe, on y tient, on a mis de la valeur, donc on a envie de savoir qui va s'en occuper. Mmh, c'est sûr, ouais. OK, donc ça, c'est terminé, pas trop nostalgique? Non, quoique quand il y a des conciergeries qui me passent devant le nez et autres, je reçois des quelques propositions. Après c'est vrai que c'est le débat dans la tête, est-ce que je me relance dans le nettoyage de toilettes ou pas? Ça donne envie, il y a de Ouais, l'envie. vu comme ça, non, mais il y a Vu pas comme que ça, ça. non, mais Mais il y a pas que après, ça. on peut se dire, «Je dors bien maintenant, est-ce que» Voilà, mais après il y a toujours en soi le petit désir d'entrepreneuriat qui reste là, toujours, ouais, là d'ailleurs. Par contre après ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai une autre vision. Ça c'est, très intéressant pour moi, c'est de me dire, bon bah avant j'avais le nez dans l'entreprise, dans la conciergerie. Là aujourd'hui j'ai une vision, on va dire, un peu plus au-dessus, où je vois à peu près tout le secteur économique et toute la base. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses en fait qui peuvent se développer que ce que je pensais quand j'avais ma conciergerie. mmh, exactement. Depuis que j'interviewe, des conciergeries et des acteurs du milieu de la conciergerie, je me rends compte qu'on peut faire des choses plus simples que quand je les avais Ouais. faites et des fois on se dit: «Mmh, ça me tenterait bien Mmh. d'essayer maintenant qu'il y a tout ça de dispo». Mais bon. Exactement. Mmh. C'est ça, parce qu'on se dit, bah, il y a de l'IA, maintenant il y a des logiciels, Ouais. maintenant il y a des boîtes à clés, il y a des choses, des accueils autonomes. Ces choses-là, Mmh. bah, c'est vrai que j'avais pas. Ah Donc oui, faire des effectivement, oui, accueils à donc 3 heures du matin, au bout d'un moment, bon, c'est sympa, mais ah oui, effectivement. voilà, on retient ce qu'on a fait quand même rapidement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'automatisation, beaucoup de choses, et le marché se développe. Il commence à vraiment grossir. Donc qui dit ça en fait dit qu'il y a beaucoup de choses à développer, comme des podcasts, comme des interviews, des chaînes, des partenariats, beaucoup de choses en fait, et surtout je pense un réseau à développer, parce que s'il y en a peut-être comme nous qui ont eu leur conciergerie et qui ont vendu, il y en a qui débutent tout juste, et je me dis bah ils ont besoin d'informations, donc c'est soit à nous de la transmettre, soit à quelqu'un d'autre, mais en tout cas c'est à faire. OK, passons à la deuxième partie de cet épisode, le channel manager. Beaucoup de conciergeries, enfin beaucoup d'auditeurs sont des conciergeries qui démarrent ou qui vont bientôt se lancer et channel manager, ben, c'est un mot déjà pas très français et certains peuvent ne pas savoir ce que c'est. Est-ce que tu pourrais, selon toi, nous donner une définition d'un channel manager? Oui, pour moi, un channel manager, en fait, le problème à la base, c'était on se retrouvait avec des plateformes de réservation différentes et on se retrouvait à devoir se connecter sur chacune. Donc à la base, ça a été de faire en sorte de pouvoir connecter, synchroniser un seul calendrier avec différentes plateformes de réservation qui simplifiaient grandement la problématique et qui pouvaient des fois sauver des entreprises sur la gestion de mots de passe et compagnie. Et après, du coup, la synchronisation d'un calendrier avec plusieurs plateformes est venue beaucoup d'autres choses, de l'automatisation en fait pour des services de la conciergerie. Donc à partir de là, les channel managers ont évolué et il y a eu, par exemple, de l'automatisation pour les tâches de ménage, des automatisations pour les contrôles des ménages, des automatisations pour les prises de réservation, pour les accepter, et pour pouvoir aussi du coup mettre un logement sur plusieurs plateformes et pouvoir vendre au mieux ce logement-là avec
différentes options ou produits qui peuvent permettre ça, des algorithmes de prix. Il peut y avoir après des possibilités aussi de synchroniser des partenaires avec un PMS. Donc ça serait par exemple des accueils autonomes ou des algorithmes de prix, ou ça peut être des cahiers d'accueil. Tout ça en fait, l'objectif du logiciel aujourd'hui en conciergerie va être d'automatiser toutes les tâches chronophages, en gros, et de vous laisser le temps en fait de pouvoir développer votre qualité, de pouvoir développer votre conciergerie et tout le marketing, le commerce et les opérations de votre conciergerie. Mais le logiciel permettra de vous simplifier au moins cette tâche-là. Ouais, donc selon toi, toute conciergerie devrait avoir ce type de logiciel en interne ou pas? Mmh, on peut se débrouiller sans, hein, parce que ça s'est fait, je l'ai fait, donc ça existe. Après ce que je conseille souvent, moi, c'était de commencer en fait une conciergerie avec ses propres moyens. Bon après c'est mon expérience et c'est un peu mon avis, mais c'est de dire c'est plus intéressant de comprendre pourquoi un outil est utile plutôt que de l'utiliser sans comprendre. Donc c'est de dire un peu de déjà essayer de créer une annonce sur Airbnb, puis sur Booking, puis sur Abritel, de comprendre la galère que c'est de se connecter sur 3 plateformes, et après de faire une synchronisation avec tous les calendriers et autres. Une fois qu'on a 5, 6, 7 logements, ça peut se faire manuellement. Dès qu'on dépasse une dizaine, on commence à se faire déborder. Donc à partir de là, en fait, un channel manager devient intéressant. On peut s'en passer, c'est pas obligatoire. Mais après, c'est vrai que ça dépend de l'objectif de sa conciergerie, ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Si on veut atteindre, acquérir pas mal de logements, c'est vrai que le logiciel fera la bonne part, en tout cas, pour vous laisser du temps pour autre chose. Mmh. À partir du moment où on a, le surbooking, ça y est, c'est déjà trop tard, il fallait le channel manager. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que je voyais en fait des conciergeries à l'époque qui géraient tout, toutes les réservations et absolument tout avec plus de 100 logements avec Google Agenda. Donc je me dis, il y a des incroyables. Ah ouais. Donc je me dis le PMS n'est pas obligatoire, mais par contre c'est vrai que c'est une nouveauté technologique. Donc en soi, dans toute nouveauté technologique, il y a du bon, il y a du moins bon. Le moins bon, ça va être forcément que ça va peut-être vous faire monter un peu le coût, les charges de votre conciergerie. Par contre, le bon, c'est que ça va vous permettre du coup d'axer votre énergie sur autre chose que des basiques, comme de répondre des réponses aux messages, de savoir quel type de capsule c'est dans la Nespresso, si elle est bleue, rouge ou verte, ou si l'herbe elle est bien tondue. C'est des questions certes qu'on doit répondre, mais quand elles sont automatisées, ça peut éviter de répondre à une question à 23h30 le soir, et de garder pourtant le taux de réponse sur Airbnb qui soit très bon. Donc c'est des petites choses comme ça en fait qui vont vous permettre de dormir en fait, tout simplement, Ouais. parce qu'on en arrive à là. Mais ça peut vous permettre après, en poussant un peu la chose technologiquement, d'arriver au bout d'un moment où vous avez votre conciergerie qui tourne. Les logiciels, ce qui peut être intéressant, c'est qu'ils vont vous permettre de pouvoir ouvrir des aspects de votre conciergerie et de pouvoir vous rapporter d'autres sources de revenus, comme de la vente additionnelle, des services additionnels pour les voyageurs, du conseil, des partenariats. Toutes ces choses-là en fait vont être du plus pour votre conciergerie, et ça, c'est vrai que le logiciel aide bien là-dessus. Mmh. Tu tu dis que c'est un gain de temps, mais je pense que c'est aussi un gain d'optimisation puisque du coup, optimiser, les tarifs, c'est possible avec un channel manager, hein? De mémoire. Complètement. OK. Oui, bah, en tout cas, Rental Ready avec le nôtre, il y a un petit algorithme de prix qui est compris dedans. OK. Bon, c'est pas l'algorithme de certains partenaires, hein, il y en a, on n'a pas une Ferrari non plus. Mais c'est déjà l'algorithme fait le travail, fait très très bien le travail. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que je trouve ça très intéressant de comprendre déjà le but et les résultats d'un algorithme avant d'en acheter un. Parce que on peut rapidement, en fait, dans le monde du logiciel en tout cas, se retrouver avec un logiciel super bien, mais on utilise 10%. Donc c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'un logiciel vous aide et ne vous plombe pas votre chiffre d'affaires non plus. Donc en soi, pour moi, la méthode, c'est un peu d'apprendre et de comprendre avant de l'utiliser. Donc c'est souvent l'accompagnement qui va avec qui est intéressant, et de faire aussi en sorte que le logiciel grandisse en même temps que vous.
Mmh, je vois. Est-ce que tu pourrais nous donner, 3 bonnes raisons d'avoir un channel manager? Oui, sécurité par rapport au ménage. C'est-à-dire? Pardon, oui, le petit pouce. Sécurité par rapport au ménage, par exemple, je prends un exemple, bon, c'est avec ce property, enfin ce logiciel-là, où on va avoir en fait par exemple des comptes rendus de ménage. Un compte rendu de ménage pour moi est très très important parce qu'il va vous permettre beaucoup de choses. Déjà, premièrement, de savoir que le ménage a bien été fait. Basique. Deuxièmement, de pouvoir répondre aux voyageurs en fait en disant que le ménage a bien été fait et en fait d'avoir des preuves photos datées aussi du ménage. Et s'il y a eu dégradation en fait de quoi que ce soit dans le logement, vous disposez déjà vous d'un inventaire à la base en fait que vous avez fait avec le logement et après de photos récurrentes en fait du ménage au fur et à mesure de l'année qui vont vous permettre de voir quand est-ce qu'il y a eu dégradation, par qui, comment et de pouvoir du coup faire jouer les assurances et de pouvoir aussi récupérer des cautions. Mmh. Ce système-là, en fait, il sécurise énormément. Pour moi, c'est un des éléments les plus sécurisants, même envers les propriétaires, comme argument, parce que de pouvoir se dire que à chaque ménage, on fait un bilan du logement, un inventaire, comme on peut proposer en agence immobilière, mais en conciergerie, faire un inventaire à chaque accueil, chaque sortie. Bon courage. Oui, on n'est plus au camping. Voilà, voilà, on n'est plus au camping. Mais c'est vrai que par contre, on remplace le check-in, check-out, en tout cas, l'état des lieux par des comptes rendus de ménage. Donc pour moi, ça c'était un vrai gros premier point. Deuxième point, c'est aussi de pouvoir en fait recenser, on va dire, toutes les conversations et toutes les plateformes sur une seule plateforme. Euh, enfin, pour l'organisation, en tout cas, c'est un bonheur parce que ça Ouais. permet juste en fait de pas avoir 250 onglets ouverts. Ça peut permettre de simplifier la chose et donc du coup de pousser vers d'autres points. Et le troisième gros point, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais le troisième gros point, ça pourrait être oui, les petites optimisations en fait qui sont faites dans un logiciel. Par exemple, nous, je sais qu'on a poussé un point qui est de analyser les profils des voyageurs. Donc, par exemple, on va avoir un petit algorithme dans le logiciel qui va venir analyser chaque profil de voyageur qui va faire une réservation chez vous. Donc ça va Mmh. vous permettre déjà de mâcher le travail en disant j'ai pas besoin de l'appeler, de savoir qu'est-ce qu'il va faire s'il vient avec son chat, son perroquet ou un dromadaire. On sait déjà le nombre de commentaires, les séjours qu'il a effectués, on a sa carte d'identité et on va avoir l'algorithme qui va vous dire c'est un bon profil ou attention. Donc à D'accord. partir de là, après, ça sera à vous de prendre la décision. Mais pareil, c'est un élément qui peut vous faire gagner pas mal de temps sur la prise de décision et des fois éviter des problématiques qui peuvent être liées à comment dire, à des locations d'une journée dans un logement qui sont pas vraiment très légales. Voilà. Mmh. Quand on se retrouve souvent soit avec de la prostitution ou du deal dans un logement, bon, quand on le réalise après, souvent c'est déjà trop tard. Mmh. Mais par contre, solutionner ces problèmes-là, ça peut. Et ce qui peut être, ça peut être voilà une analyse des voyageurs et aussi de faire en sorte de ne pas mettre les disponibilités en une seule nuitée. Parce que c'est OK. vrai que ce Ouais. problème arrive souvent. Ouais, je vois et les 3 avantages que tu nous as énumérés, Rental Ready le fait, c'est ça? Oui, complètement le fait, parce qu'après en soi, c'est vrai il y avait un petit chiffre qui était intéressant, mais pour dire à peu près la taille du marché, aujourd'hui on était à peu près sur 400-420 logiciels sur le marché de la conciergerie. Donc quand je dis 420 logiciels, ça part du PMS en passant par Airbnb, en passant par un algorithme de prix, en Mmh. passant par absolument tout. Mais ça n'empêche que ça fait 420 logiciels. Donc Et bon, ouais. voilà, c'est énorme. Beaucoup, chacun va faire un peu sa sauce, chacun fait un peu sa mayonnaise. Après, c'est un peu pour moi toujours de rechercher, on va dire, l'historique de chacun, l'historique d'un partenaire pour savoir d'où il vient, pourquoi et pourquoi il fait ça. Pour moi, c'est un peu l'importance de la chose et de savoir aussi à qui s'adresse le logiciel. Parce que on va avoir plein de différents logiciels, ils vont s'adresser à des cibles différentes. Rental Ready est un logiciel qui va vous permettre de gérer de 1 à 6 000 logements sans aucun problème. Je vous dirais pas que c'est très utile d'avoir Rental Ready avec 2 logements. Par contre, après, il y a d'autres formules qui peuvent vous permettre de grossir petit à petit et OK. d'arriver après avec le logiciel qui sera utile
avec un certain nombre de logements. Mais c'est après, on ouvre aujourd'hui on a compris cette problématique-là, en fait, de dire, bah, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en conciergerie, et il y a deux problèmes qui arrivent souvent, en fait, quand on se lance en conciergerie, c'est que déjà, de un, on a besoin d'un logiciel, et de deux, bah, quel logiciel prendre, et est-ce que le logiciel va me faire toute la durée de la conciergerie? Ça, c'est un gros problème, parce que se dire, on n'a pas envie de migrer 20, 30, 100, 200 logements tous les 6 mois parce que le logiciel convient pas. C'est un boulot, ça prend du temps, ça peut faire perdre de l'argent aussi, une transition, des locations ou tout le reste. Donc c'est vrai qu'un logiciel, dès le début, il y a un temps à prendre pour le choisir, mais une fois, je pense que c'est choisi, on s'y tient. Et c'est vrai qu'après, on peut grossir entièrement et suivre le logiciel, et aussi communiquer en fait avec le logiciel pour des fois avoir des améliorations euh, qui peuvent euh, qui peuvent aider. Mmh. Ouais, je vois. OK, un channel manager donc est utile si on utilise une plateforme seulement de réservation ou pas, d'après toi? Mmh, ça peut, oui, parce que par exemple, une plateforme de réservation, vous utilisez que Airbnb, c'est très bien. Vos agents de ménage, vous les gérez comment? Mmh. Vous avez un petit Excel avec vos petites données, c'est très bien. Mais après, il y a ça, il y a en fait se dire un channel manager va regrouper à la base, de toute façon, voilà, la synchronisation calendaire avec toutes les plateformes. Par contre, après, il y a d'autres choses. La conciergerie se résume pas juste à un site internet avec un logement sur une plateforme. Il y a donc du coup le ménage, les agents de ménage, les agents d'accueil, les services additionnels. Et après aussi, on peut aussi aller, par exemple, sur tout ce qui va être accompagnement du propriétaire à travers l'aspect locatif courte durée. Quand je dis ça, je pense notamment, par exemple, aux impôts. Je pense notamment au classement étoilé des logements avec la mairie. Toutes ces choses-là, en fait, peuvent être des données qui peuvent s'intégrer dans le logiciel. Et en fait, le logiciel va vous permettre d'avoir, comme je leur disais, une seule base où vous allez avoir tout dessus. Donc ça peut vous permettre de ne pas vous éparpiller, de ne pas avoir 36 fichiers Excel, et ça peut vous permettre d'avoir voilà, un seul logiciel qui va tout traiter et qui va vous permettre de mettre toutes les données spécifiques. Vous allez même avoir du coup dessus la possibilité de mettre des informations par rapport à un client. Donc ça peut vous faire plus ou moins une base clientèle. Vous allez pouvoir mettre des informations, le contrat et toutes les clauses qu'il y a d'établi avec. Donc ça peut être pratique. Ça vous fait la partie, on va dire, gestion des opérations, avec aussi gestion des réservations. Mmh. OK. Tu as déjà répondu plus ou moins à cette question, mais du coup, pour quelle raison ne pas utiliser un channel manager? Hum, quelle serait la raison pour pas utiliser un channel manager? Parce que tu as dit quand tu as Euh, 2-3 logements. oui, voilà, ça peut être ça. Soit on est en Mongolie et il n'y a pas de connexion Internet, ou sinon ça peut être aussi en fait les tout débuts parce que on peut créer une conciergerie aujourd'hui avec 10 euros, c'est pas un problème. Par contre après, il y a un truc qui s'appelle le business plan qu'il faut étudier, qu'il faut prévoir, et les coûts, les charges fixes, du coup s'intègrent. Donc c'est à ce moment-là en fait que le calcul est à prévoir, de se dire, ok, il me faut un logiciel, quel logiciel, comment, pourquoi, où, et jusqu'où Mmh. je vais monter, et est-ce que j'ai besoin d'un logiciel comme Rental Ready si j'ai envie en fait de juste gérer mes 3 logements à moi que j'ai en perso pendant toute ma vie. Peut-être pas. Par contre, si j'ai 600 logements et que j'ai envie de faire de l'optimisation et de pousser sur plein d'autres services, là oui, ce sera très utile. Et après, ce qui peut se passer en soi, c'est voilà, je me retrouve aujourd'hui, moi, en fait, avec une chose qui est, j'ai eu ma conciergerie, je travaille pour un logiciel, donc en soi, un gros point positif qui me plaît beaucoup dans cette transition, c'est le fait de pouvoir rencontrer des conciergeries et de pouvoir parler avec eux et de savoir où est-ce qu'ils vont et de pouvoir les conseiller au mieux, en fait. Je reste vendeur pour un logiciel, mais bon, après, dans ma tête, ça se passe plus comme conseiller, et puis bon, bah, si je peux aider, voilà, on n'est pas des Mmh. bêtes. Parlons rapidement d'ailleurs un peu de Rental Ready. Tu as dit que c'était un channel manager. Ça existe depuis combien de temps? Rental Ready, alors ils existent depuis un bon petit moment, parce qu'à la base, en fait, Rental Ready a été créé par une conciergerie pour ses propres besoins. Ça, c'était aux alentours de 2014, si je dis pas trop de bêtises, 2015.
Et en fait, après, le logiciel, ils s'en sont servis pendant tout leur développement. Et au bout d'un moment, ils ont décidé du coup de le commercialiser en externe. Donc le logiciel était déjà très bien travaillé, hein, parce que à savoir un logiciel, faut tout le temps à peu près atteindre la version 2 ou 3 pour pouvoir avoir quelque chose de sérieux. Donc c'est vrai que là, avec déjà 5-6 années en fait d'utilisation en interne, il a été commercialisé après en extérieur. Il était déjà très fonctionnel et complètement adapté en fait en fonction d'une conciergerie, en ayant pensé à des choses en soi que certains logiciels n'avaient peut-être possiblement pas pensé. C'est pas forcément qu'ils avaient oublié ou qu'ils sont plus bêtes qu'un autre, mais c'est plus que des fois on crée quelque chose en fonction de ses besoins. Donc en ayant Mmh. des besoins directs, par exemple, ah bah il y a le voyageur qui est bloqué devant le logement, la serrure marche pas, comment on fait? Euh, Prévoir ça dans le logiciel peut aider du coup à solutionner d'autres choses. Un plan B, ouais. Voilà. Et il y a des petits points en fait qui sont très spécifiques à une conciergerie. Mais après aujourd'hui, l'objectif de Rental Ready est pour moi de se développer et de aussi s'adapter en fait à toutes les personnes qui voudront utiliser Rental Ready à travers le monde. Parce qu'on gère pas un logement à Paris comme on le gère à Sao Paulo, je pense. Donc après, il y a des optimisations et il y a des arrangements à faire. Mais ça, il n'y a pas trop de problème. Et puis en soi, logiciel, après, il y a toujours de l'optimisation constante à réaliser tous les 6 mois, tous les ans. OK. Est-ce que tu peux, pour terminer, nous donner l'avantage numéro un de Rental Ready par rapport à ses concurrents? Oui, l'avantage pour moi, c'est le savoir-faire. En fait, de base, c'est des concierges qui ont créé un logiciel de concierge. C'est comme dire, bon bah, c'est un pilote automobile qui a créé une voiture, on a confiance dans la voiture. Mais après, le premier avantage pour moi, c'est l'ergonomie, déjà en fait, l'ergonomie du OK, site. ouais, OK. C'est facile à prendre en main pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas? Oui, il y a de l'accompagnement de toute façon qui est effectué. Mmh, Après, je dirais pas que si on passe du Minitel à Rental Ready, bon, il va y avoir quelqu'un petit temps d'adaptation. Mais en tout cas, pour tous les clients qui l'utilisent, ils se retrouvent assez rapidement à être autonomes. mmh, En fait, il y a un OK. temps de formation qu'on prend en compte de toute façon lors de l'onboarding, mais le logiciel reste très ergonomique, très en utilisation, et on s'habitue assez rapidement au fonctionnement. Mmh, OK. On a fini sur cette partie-là. J'ai 2 petites questions pour la fin. Oui. Est-ce que tu peux nous donner, vu que tu as eu une conciergerie, une anecdote qui t'a marquée pendant ces 5 années, qui peut être, drôle, c'est mieux? Ouais, oui, des anecdotes, il y en a plein, 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 plein. Il y en a une qui me revient souvent en tête. C'était une cliente que j'avais accueillie qui me rappelle quelques heures après l'accueil, car elle était à la plage en fait à La Rochelle, mais il n'y avait pas d'eau, donc elle savait pas quoi faire. Parce que du coup c'était marée basse, mais elle était pas au courant. Donc ça c'est vrai que sur le moment en fait, je sais pas si je rigolais ou pas, mais après on prend sur soi. On arrête de sourire et puis on explique qu'il y a de la marée basse. Donc en fait, c'est un mouvement de la Lune qui retire l'eau. Et puis après, la marée remonte, mais dans 3-4 heures. Et que du coup, il y a de la vase. Donc les pieds du petit garçon qu'elle avait, bah, ils seront pleins de vase pour le moment. Mais c'est rien de grave. Donc c'est vrai que c'est pour moi des anecdotes en fait avec les voyageurs qui sont extraordinaires parce que Ouais, on se retrouve avec elle des est trucs, tu fais mais waouh, elle a quand waouh. même mis une bonne note? Elle a mis une bonne note, ouais, Ah parce ouf, que du coup, bah, j'ai bien expliqué le phénomène de marée haute, marée basse. ouais. Elle fait C'était des cours voyageur de, étranger? Oui, Ouais. je dirais pas quel pays. Mais non, c'était assez marrant là-dessus, mais je me dis, bah, je pensais pas que mes cours d'SVT me serviraient un jour. Pourtant, en conciergerie. Ouais, c'était, voilà. Ouais, OK. Dernière petite question, est-ce que, tu aurais quelqu'un à recommander pour, être invité sur le podcast? Tu peux me dire oui comme non, hein. Qui pourrait Euh, apprendre aux que... auditeurs à développer leur conciergerie. Mhm. C'est vrai que je te l'ai pas Bah, demandé il y avant, donc a, là, ouais, ouais, il y a qui? Bah, il y a enfin, j'ai une collègue qui avait sa conciergerie à La Rochelle, qui pour moi serait très intéressante en fait. Après, je sais même pas si elle voudra, mais en soi, c'était intéressant parce qu'elle avait un parcours en fait où elle a tenu pendant plus de 7-8 ans et OK. elle faisait pas mal de choses en fait où sa conciergerie, elle, était une agence où elle faisait autant conciergerie que
s'occuper des étudiants lors de la rentrée, que louer des logements à tout type de forme et proposer même d'autres services. Et ça aurait été intéressant parce que c'est cette personne-là, du coup, qui gérait plus de 100 logements avec son logiciel. Ah oui, Donc je me OK, dis, ça avec pourrait être... l'agenda Google. voilà, donc je me dis, ça peut Ah être oui. intéressant d'avoir ce point de vue-là. Tu dis Parce que c'était parce je... qu'elle a plus de conciergerie? Si, elle a encore, mais du coup, ça serait intéressant, je pense, son point de vue. Puis en tout cas, c'était pour moi la plus ancienne qui disposait d'une conciergerie, la plus ancienne conciergerie de La Rochelle. OK. Ben merci pour la reco. On Avec échangera plaisir, sur son contact, par la suite du coup. pas de problème, avec grand plaisir. Beh, merci en tout cas Benjamin pour, tout ce partage. Maintenant on y voit un peu plus clair sur, ce que c'est un channel manager. Est-ce que c'est utile? Je pense que de toute façon toute conciergerie qui a, on va dire au moins 20 logements, c'est sûr, un channel manager. Pour Ouais, celles qui veulent démarrer ou, qui ont démarré depuis peu, bah, maintenant vous savez si vous en faut un ou pas et dans tous les cas, il y en a plein sur le marché, hein. Là on parlait de Rental Ready, mais à vous de faire votre choix selon vos besoins et bah, je te souhaite une bonne journée alors Benjamin. merci, à toi aussi, à bientôt. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode, tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt.